Renault. Et si en 2024, on reparlait voiture à vivre? Et si l'on parlait de Renault Symbioz E-Tech Full Hybride? Jusqu'à 1000 km d'autonomie, toit en verre panoramique opacifiant Solar Bay, volume de coffre jusqu'à 624 litres, système Open Air Link avec Google intégré et plus de 50 applications et jeux disponibles. Découvrez Renault Symbioz E-Tech Full Hybride pendant les portes ouvertes du 12 au 16 septembre. Selon version, voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault. L'été parano. C'est chaud. L'été parano. Le soleil brûle ta peau. Voyage, destination, complot. L'été parano. Dans 3 kilomètres, prenez la deuxième sortie au rond-point. Enfoiré, t'aimais bien. Maintenant on est tous orphelins. Putain de camion. C'est quand même pas terrible ce morceau. Ouais. Il aurait pu faire mieux en hommage à Coluche quand même. Les paroles c'est pas mal, mais enfin ce synthé là, terrible. Ouais, c'est pas les meilleures années de Renault, quoi. Bon, on est loin tu crois? Bah écoute, d'après le GPS, en fait on serait tout près. Bon, en tout cas là ça roule bien, hein. Pas trop de virages, une belle ligne droite même. Maintenant, restez à droite. Ah bah écoute, apparemment c'est à 50 mètres sur la droite là. Non mais sérieux? Bah écoute, apparemment. Bon, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. On s'arrête, ouais. Eh ben écoute, si c'est là, difficile de visualiser le truc là quand même, hein. Bah y a rien. D'après ce que j'ai compris, la chaussée a été élargie, remarque récemment. Les beaux trottoirs là, tout neufs, ils ont remplacé les herbes folles qui cachaient le petit pont sur lequel le camion devait s'engager. Mais attends, y a même pas un petit mémorial, quelque chose pour commémorer sa mémoire? Alors si, mais c'est un peu plus loin, attends, on va y aller. Mais t'attends pas grand chose apparemment, c'est un petit truc fait en bois. Il y a un rassemblement de motards, ce que je sais, une fois par an, des gens qui mettent des fleurs, mais bon, pas plus que ça quoi. Bon bah je crois qu'il va falloir faire preuve d'imagination, hein, parce que y a rien à voir, hein. Tout a été modifié. Peut-être que certains ont quelque chose à cacher, non? Ah, tout de suite le réflexe complotiste. Bon, c'est vrai que cette histoire est quand même étonnante. Quand on se penche sur la mort de Coluche, on va de surprise en surprise. Ouais, t'as raison. C'est bien l'histoire d'un mec. L'été parano. La plupart des gens se remémorent très précisément ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont appris la mort de Coluche le 19 juin 1986. Et si vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, comme moi par exemple, demandez à vos parents ou vos grands-parents et vous constaterez que tous finissent par dire la même chose sur les circonstances du décès. Tous vous parleront d'un Coluche à moto, roulant comme un dingue sur une petite route de l'arrière-pays cannois. Et qu'à la sortie d'un virage, pas de bol, un camion manœuvrait pour entrer dans un camping et donc barrait la route comme un mur d'acier. Coluche, gros fan de vitesse, roulait bien entendu à fond et il n'avait donc rien pu faire. Alors c'est sûr, le camion n'aurait pas dû être là, mais lui, il allait quand même beaucoup trop vite et il s'était encastré dedans. Putain de camion, comme l'a écrit Renaud dans la chanson qu'on écoutait dans la voiture. Et si c'est ce souvenir que la plupart des gens partagent, c'est d'une part compte tenu de l'effet de sidération que sa mort brutale a engendré, mais aussi surtout parce que c'est cette version des faits qui a été présentée lors des JT du soir et que l'on pouvait lire dans les titres de la presse du lendemain. Oui, quelques exemples. Coluche, la mort à toute vitesse, ça c'était dans le Figaro. À pleine vitesse contre un 38 tonnes, titrait Le Parisien. Et dans le même esprit, un 38 tonnes au bout du virage, annonçait Libération. Ah bah justement, dans le corps de l'article de Libé, on peut lire les phrases suivantes. Coluche roulait à fond sur les routes sinueuses de la région. Il se retrouva sur la trajectoire d'un camion de 38 tonnes qui était déjà en train de manœuvrer dans l'entrée du camping, bouchant complètement la petite route départementale. Le hic, c'est qu'à part la région, la date, la présence d'un camion, Coluche et sa moto, bien sûr, tout ce qu'ont écrit les journaux ce jour-là est inexact, pour ne pas dire complètement faux. Incroyable. Alors, que s'est-il donc passé ce jour-là ?
Qu'est-ce qui cloche exactement ? Eh bien, c'est ce qu'un homme va se demander. Un journaliste indépendant qui va passer une vingtaine d'années à chercher la vérité. Son nom, Jean Depucé. Et s'il ne connaît pas Coluche personnellement, c'est un admirateur du comique et il connaît la région comme sa poche. Et au cours de l'été 1987, donc un an après le drame, il se rend sur les lieux exacts de l'accident. Et là, il comprend tout de suite que quelque chose ne cadre pas avec la version donnée par les médias. Pour commencer, Jean Depucé se rend compte que, contrairement aux idées reçues, la route sur laquelle Coluche a trouvé la mort n'était pas particulièrement dangereuse. Alors s'il y a bien une portion de cette départementale qui est un peu délicate à négocier, avec des virages qui s'enchaînent enlacés et une visibilité quasi nulle, eh bien ce n'est nullement le cas à l'endroit où Coluche a trouvé la mort. Et puis, beaucoup plus intriguant, Depucé découvre qu'il n'y a pas de camping à l'endroit où Coluche s'est craché. Alors ça, c'est un détail crucial, car souvenez-vous, les médias ont tous raconté que le camion manœuvrait devant l'entrée d'un camping. Or, le terrain en question, où était donc censé se trouver ce camping, n'est qu'un simple pré. Et pour accéder à ce pré, il faut emprunter un minuscule pont en pierre, ce pont surplombant un fossé qui donne lui-même sur un petit chemin de terre à angle droit avec la route. Oui, un petit pont qui fait à peine plus de 2 mètres de large. Depucé en a la certitude, ce pont ne peut supporter le poids d'un camion de 38 tonnes sous peine de s'écrouler. Et puis, nulle trace d'un panneau sorti de camion, ou simplement le signal d'un croisement sur les lieux. Depucé interroge alors plusieurs habitants du coin. Et personne ne se souvient avoir vu ne serait-ce qu'un seul camion s'engager sur ce chemin de terre. Sachant que ce terrain se situe au beau milieu d'une ligne droite de plus de 200 mètres. Autant d'éléments qui s'opposent complètement à tout ce qu'on a pu raconter sur les circonstances de l'accident. Désarçonné par ces découvertes, Depucé va alors réaliser plusieurs tests avec sa moto. Il cherche, si on veut, à se mettre dans la peau de Coluche, une sorte de reconstitution en mode do it yourself. Et il va donc faire plein d'allers-retours sur cette route pour mesurer notamment le temps nécessaire pour freiner. Méticuleux, il fait ça à plusieurs vitesses. Et comme c'est un bon pilote, il va monter jusqu'à 160 km/h, soit 90 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Et Depucé se rend compte alors que même à cette vitesse très élevée, il n'y a finalement aucun problème de visibilité au sortir du dernier virage, qui se trouve donc juste avant l'emplacement du crash. Et puis surtout, il y a largement assez de distance pour freiner. Dubitatif, Jean Depucé décide alors de rendre visite à une vieille connaissance. C'est un certain Serge l'Arménien qui habite, ça tombe bien, à quelques kilomètres de là. Et c'est à l'issue de cette visite qu'il acquiert la conviction définitive que Coluche n'est pas mort dans un banal accident de la route. Serge Arménien, vous vous en doutez peut-être rien qu'à l'évocation de ce surnom étonnant, eh bien ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit en fait d'un ancien barbouze, un truand notoire. Et si Jean Depucé le connaît, c'est parce que lui-même n'est pas un simple journaliste. Oui, Depucé, ça c'est un sacré personnage comme on les aime dans Tous Parano. Un homme dont la vie rocambolesque pourrait facilement faire l'objet d'un roman. Ouais, on va peut-être pas le temps d'en faire un, on va au moins faire une petite bio express. Jean Depucé a été révolutionnaire dans sa jeunesse, mais pas un révolutionnaire d'opérette. Parmi ses faits d'armes, il a par exemple passé 5 ans de sa vie à cheval, dans les Pyrénées, dans la plus totale clandestinité, en compagnie d'un groupe de guérilleros espagnols, et ça, c'était pour tenter d'assassiner le général Franco. Et s'ils n'y sont pas parvenus, Depucé ne se serait pas arrêté là. Selon ses dires, il aurait assassiné l'ambassadeur bolivien en poste à Paris en 1976, vengeant ainsi la mort de Che Guevara, car c'est cet ambassadeur en question qui avait donné l'ordre d'exécuter le Che. Et c'est pas fini, il aurait aussi assassiné le chef de la police secrète espagnole franquiste et le chef des bérets verts uruguayens. Un vrai tueur de fascistes donc. Ouais, et qui serait devenu agent secret après avoir renoncé à la Révolution. Oui, il aurait alors travaillé pour les services secrets français, et à ce titre, il aurait fait la connaissance de nombreux barbouzes jusqu'aux années 80. Et parmi ces barbouzes, on retrouve ce fameux Serge l'Arménien, l'ami qui habite à quelques minutes du lieu de l'accident. Et ça y est, on est retombé sur nos pieds.
Oui, voilà. Et donc, Depucé se rend chez lui, par surprise. Il ouvre le portillon sans même sonner. Serge l'Arménien sur sa terrasse. Il sirote un verre au bord de sa piscine. Et Jean Depucé arrive par derrière et il lui lance sans même un bonjour. « Alors, Coluche ?» Bah voilà quelqu'un qui sait soigner ses entrées. Et donc là, Serge l'Arménien, d'abord étonné de voir son ami, lui répond du tac au tac, on n'est pas chez Audiard mais presque. Quoi, Coluche ? Ah, vous me faites tous chier à la fin avec ce connard. J'y peux rien, moi, s'ils ont pris ma baraque comme QG, ces enculés. Tu crois qu'ils m'ont demandé mon avis, ces fumiers ? Ils m'ont balancé des clopes dans l'eau pendant un mois, ouais. Ils marchaient partout avec leur gros panard. En plus, ils se tapaient mon scotch et tout. Pour finir, ils butent le mec et ils se rabattent chez moi. On imagine l'étonnement de Jean Depucé. Surtout que Serge l'Arménien continue en disant « Écoute-moi bien, le chauffeur du camion, il y est pour rien. Tu vas pas aller le faire chier, ce pauvre mec, quand même. » On s'y croirait. S'ensuit une mise en garde. On est copains quand même, on se connaît. Écoute, ça sent le sapin, cette histoire. Il voulait pas le tuer, Coluche. Juste le fracasser un peu, lui foutre la trouille pour qu'il arrête ses conneries. Et ce con, il se pète les cervicales. Personne pouvait prévoir, c'est le destin, mon pote. C'était son heure, et puis c'est tout. Bon, j'ai ta parole, tu la fermes. Depucé n'en revient pas. Il est d'autant plus abasourdi par ces révélations qu'il sait très bien que Serge l'Arménien, c'est quelqu'un de fiable, pas le genre de mec à raconter des bobards. Et, comme par hasard, qui pourrait être un gimmick de tous parano, quelques semaines après cette conversation, l'Arménien tombe dans une embuscade. 5 balles dans la poitrine, alors qu'il sortait de sa villa au volant de sa Golf cabriolet blanche pour aller faire son tiercé quotidien. Évidemment, il meurt, mais pas de quoi refroidir Depucé qui en a vu d'autres. Celui-ci va alors se lancer dans une incroyable enquête pour éprouver la thèse de l'assassinat de Coluche. Il va interviewer tous les témoins du drame, recouper toutes leurs déclarations et petit à petit, toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place. Je transpire. Tu conspires. L'été parano. Avant d'aller plus loin, faisons quand même un petit résumé des circonstances et du contexte de ce drame, Geoffroy. Alors au milieu des années 80, Coluche est au sommet de sa popularité. C'est le comique préféré des Français, artiste accompli, il anime une émission de radio sur Europe 1, une émission également de télé sur Canal+, et il vient de jouer plusieurs rôles au cinéma qui ont révélé ses talents d'acteur dramatique. On peut penser bien sûr au fameux film Ciao Pantin, rôle pour lequel il remporte un César en 1984. Et puis surtout, il vient de fonder les Restos du Cœur. Oui, il travaille beaucoup, il multiplie les projets artistiques ou humanitaires. Et puis Coluche a aussi une drôle de vie, c'est un peu un chef de bande, il n'est jamais seul chez lui parce qu'il aime aussi beaucoup la fête. Et après avoir emmené ses copains pour des vacances tout frais payés à La Réunion à l'île Maurice, sympa, Coluche pose ses valises à Cannes. Nous sommes en mai 1986 et avec sa bande de potes, il loge dans une suite de l'hôtel Martinez jusqu'à l'ouverture du Festival de Cannes. Oui, c'est vrai que ça donne envie d'y être. Au programme, farniente, mais aussi boulot. Coluche, il lâche jamais. Et il prépare son retour surtout au Zénith à la rentrée avec un nouveau spectacle. L'attente est d'autant plus grande qu'il n'est plus remonté sur scène depuis 1981, donc 5 ans avant. Le festival de Cannes commence et Coluche et sa bande décident de louer une grande villa un peu plus loin sur le domaine de Châteauneuf-de-Grasse. C'est juste à côté d'Opio, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Cannes. Alors qui fait partie de la bande de Coluche en ce mois de mai ? Eh bien, on trouve Didier Lavergne et Ludovic Paris, ses meilleurs potes. Il y a aussi Éric Courly, le mécanicien de Coluche, ça c'est la classe d'avoir son mécano. Christian Spielmaker, son impresario. Jean-Marie Marion, lui c'est un photographe dont il est très proche. Et puis il y a aussi Mathilde Amet, pour une petite présence féminine, l'actrice que vous connaissez sûrement. Et la bande se déplace essentiellement à moto. Chaque jour, le rituel est immuable. Coluche est le premier levé. Il se met au travail dès 6h du matin. Vers 10h, il prend le petit déjeuner avec ses potes et puis il teste les nouvelles vannes qu'il vient d'écrire. Le bon petit-déj, quoi. Ensuite, c'est ping-pong et piscine avant de descendre à Cannes, en moto bien sûr, pour déjeuner à la Sportive, une plage privée sur la Croisette. Vers 16-17h, le petit groupe remonte à la villa pour préparer la soirée et le dîner. En tout cas, c'est exactement comme cela que la journée du drame se serait égrenée. Et ça, on le sait grâce au témoignage de Didier Lavergne et de Ludovic Paris qui se confie à notre Jean Depucé.
Et oui, notre journaliste et ex-révolutionnaire rencontre les deux hommes rapidement après la mort de Serge l'Arménien. Et voici quelle est leur version des faits. Le jour de l'accident, les 6 membres de la bande de Coluche étaient en moto. Il est 16h05 lorsqu'ils décident de rentrer à la villa. Les 6 motos se faufilent entre les voitures en empruntant les petites rues qui conduisent vers la gare de Cannes. Puis ils rejoignent le boulevard Carnot qui coupe la ville du sud au nord. Il est 16h10 quand le groupe s'arrête devant un concessionnaire Honda. L'un des comparses de Coluche, Jean-Marie Marion, c'est le photographe ça, a besoin de pièces détachées. Mais comme l'attente est trop longue, Coluche, Didier Lavergne et Ludovic Paris décident de partir en premier et les autres, ils les rejoindront plus tard directement à la villa. Il est alors 16h15. Coluche et ses 2 amis roulent donc en direction de Châteauneuf-de-Grasse. Il leur faut encore parcourir 14 km. Didier Lavergne raconte, je cite, « On fait la route tranquillement, hein, on se parlait tout en roulant, c'était je te passe, tu repasses, on cause, on fait quoi ce soir, etc. » Coluche, il avait pas de casque, Ludo non plus, hein. De toute façon, on n'allait pas vite. Coluche était en Bermuda, nous on était en débardeur. Dans cette tenue, si on va vite, hein, les insectes font un mal fou sur la peau. Hein. Tous les motards le savent bien, ça. Et sans lunettes de moto, si tu vas vite, hein, t'as les yeux à l'envers. Hein. Et juste avant l'accident alors, Didier Lavergne poursuit. On est à la sortie d'un virage, il y a une courbe derrière nous, une autre devant nous, une ligne droite entre les deux et un camion énorme qui arrive lentement. Pas de clignotant, pas de voiture derrière lui, rien, le camion est tout seul. Coluche est juste devant moi, il n'y a pas 3 mètres entre nous. Je vois qu'il va croiser le camion, je vais le croiser aussi, et puis, lorsque le camion est arrivé à la hauteur de Coluche, tout d'un coup, le chauffeur a braqué la cabine sous son nez, il a fermé la route. Comme une porte claquée sur sa figure et qui n'a pas eu le temps d'éviter. Ça s'est passé en 1 seconde. Incroyable, hein, le camion n'était donc pas en train de manœuvrer comme cela a été maintes et maintes fois répété, mais il roulait tout à fait normalement. C'est donc parce que son conducteur a braqué le véhicule d'un coup que l'accident s'est produit. Et puis, autre élément apporté par ce témoignage, Lavergne insiste bien sur le fait que le groupe des 3 motards ne roulait pas à une vitesse excessive. Et qu'apprend Jean de Pucé, le compte-tours de la moto de Coluche a été en fait bloqué par le choc de l'accident et la vitesse enclenchée était la 3e. Bref, à 5 km/h près, on peut estimer la vitesse de Coluche juste avant le choc, en gros 60 km/h. Et à 60 km/h sur cette route, par beau temps, il ne faut pas plus de 10 mètres pour s'arrêter. Sachant qu'on le rappelle, hein, l'accident s'est produit plus de 100 mètres après le dernier virage. Autrement dit, un pilote aussi aguerri que Coluche, qui pour la petite histoire était quand même détenteur du record mondial du kilomètre lancé en moto avec la vitesse de 252 km/h, n'aurait eu aucun problème à stopper sa moto, hein, dès que le camion serait entré dans son champ de vision. Si le camion était bel et bien positionné au milieu de la voie et en train d'effectuer une manœuvre. Alors, après l'accident, que s'est-il passé ? Eh bien, toujours selon les 2 amis de Coluche, Didier Lavergne est resté à côté de lui jusqu'à l'arrivée des secours. Ludovic Paris est allé, lui, appeler les pompiers. Il est parti en courant vers la pépinière qui était située à 300 mètres de là. Plus surprenant encore, Didier Lavergne explique que pendant toute la durée interminable qui a correspondu à l'attente des secours, aucune voiture n'est passée dans un sens comme dans l'autre sur cette route. Personne donc pour aider à prévenir les pompiers. Ça aussi, c'est curieux. Ça semble aussi inexplicable qu'improbable. Alors certes, on n'est pas sur le périph' parisien, mais il y a en temps normal du trafic dans le coin. Nous sommes au beau milieu de l'après-midi, sur une route qui relie Grasse et Cannes, une petite route pittoresque, particulièrement empruntée par les touristes en cette époque de l'année, mais aussi par les gens de la région, qui descendent et remontent de la plage. Alors comment est-ce possible ? Eh bien, Jean de Pucé ne tarde pas à obtenir la réponse à cette question. Il interroge Jean-Marie Marion. Rappelez-vous, c'est le pote de Coluche qui était resté avec le second groupe chez le concessionnaire Honda à Cannes. Et voici sa version. Je cite. « Quand Coluche s'est tiré avec Ludo et Didier, nous on est resté dans le magasin de moto genre 10 minutes, allez, un quart d'heure maxi. Et ensuite, on a pris la route pour les rejoindre. Sauf qu'à un moment donné, sur la route, un barrage de flics. Alors tout le monde a fait un crochet. » C'est fou. 10 à 15 minutes donc après l'accident, les gendarmes ont déjà installé un barrage à quelques encablures de là. Alors même que ni les secours ni les gendarmes ne sont arrivés sur les lieux. Oui, c'est dingue ça, et surtout incroyablement rapide, et ça pose
plein de questions. Et puis toujours, selon Didier, les pompiers ont mis un temps fou avant d'arriver. Dans son souvenir, c'est 40 minutes au moins. Ça veut dire 25 minutes après la mise en place de ce barrage. De quoi nous rendre tous parano. Alors, une question se pose tout de suite. Si les témoignages de Ludovic Paris et Didier Lavergne, les deux seuls témoins finalement, ont bien été recueillis par les gendarmes, ce que les deux hommes confirment, pourquoi n'en trouve-t-on aucune trace dans les journaux du lendemain ? Alors il y a d'abord une explication simple, technique. Ces deux témoignages ont été recueillis le soir et les journaux étaient donc en train de boucler, pas le temps de faire autre chose que de reprendre les dépêches de l'AFP. Ouais, ok, admettons. Mais ce qui est étrange, c'est le contenu même de ces dépêches. Déjà quelque chose de complètement improbable, la première dépêche de l'AFP, qui annonce la mort de Coluche, est horodatée à 15h46. Soit 1 heure avant la mort réelle de Coluche. Bon, c'est déjà énorme en soi, ça fait évidemment le bonheur des partisans de la théorie de l'assassinat de Coluche, mais on peut plaider une simple erreur. Oui, peut-être c'était la faute du stagiaire, quoi. Enfin bon, C'est ça. quand on lit sa dépêche, on tombe un peu des nues aussi. On le rappelle, Coluche c'était une idole en ce moment-là. Et le style peu informatif et le ton assez ironique, en tout cas pas du tout solennel de la dépêche, est étonnant. Petit extrait, il y a 3 paragraphes et le second est celui-ci. La moto n'avait guère de secret pour Coluche. Souvent, le matin, il lui arrivait de quitter son domicile à Paris et de se lancer à fond la caisse vers les autoroutes allemandes où la vitesse n'est pas limitée. Comme dans le comique, il franchissait allègrement toutes les bornes quand il s'agissait de chevaucher ses gros cubes. 2 autres dépêches vont suivre et la dernière se conclut par cette phrase, là encore surprenante, « Circuler, il n'y a rien à voir ». Ouais, pour paraphraser le sketch de Coluche du flic. Et comme vous pouvez le pressentir, donc, la version dans les 2 dernières dépêches est toujours la même. En dehors de la vitesse excessive, on retrouve le camping, le camion qui manœuvre, la route sinueuse, etc., etc. Et c'est d'autant plus fou qu'un reportage consacré donc à la mort de Coluche est diffusé le soir même sur France 3 Côte d'Azur. Et dans ce reportage, on distingue clairement la scène de l'accident. Et ça pendant 16 secondes. Le commentaire du journaliste reprend les éléments de langage de l'AFP, mais ce qu'on voit à l'image raconte une toute autre histoire. On voit la ligne droite, on voit les pointillés, on voit le camion. Il ne barre pas la route, il n'est pas en train de s'engager dans un camping, ni même sur un petit chemin. Il est là, en équerre, exactement comme l'ont décrit Didier Lavergne et Ludovic Paris. Ça commence à faire beaucoup d'inexactitudes là. Ouais, et comme disait Coluche à l'adresse des journalistes, quand on n'a rien à dire, il vaut mieux fermer sa gueule. Tous parano. L'été parano. Après ces premières constatations, Jean Depucet va suivre scrupuleusement l'enquête officielle. Et là encore, il va découvrir de nombreux éléments troublants. Première chose, le juge d'instruction. Alors déjà, il est à l'époque inconnu au bataillon. Ça peut surprendre car on pourrait concevoir que pour une affaire qui concerne la mort d'un personnage aussi important que Coluche, le dossier ne soit pas confié à un quidam. Mais il y a plus déconcertant encore. Oui, ce juge s'appelle Jean-Paul Renard, et ce qui pose rétrospectivement en question, c'est qu'il a été, quelques années plus tard, mis à la retraite forcée après avoir été condamné pour faux, usage de faux et violation du secret professionnel. Alors pourquoi cette condamnation ? Eh bien parce qu'il a transmis des informations confidentielles à la Grande Loge nationale de France, l'obédience maçonnique, à laquelle il appartenait. Oh, ça c'est bon pour les complotistes, c'est du joli ça aussi. Alors même si cette condamnation est intervenue bien après l'affaire Coluche, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur sa probité, son indépendance, et donc sur la manière avec laquelle il aurait pu diligenter son enquête. Deuxième élément, maintenant la reconstitution. Aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien, durant cette reconstitution, le camion ne s'est pas engagé sur le petit pont qui traverse le fossé. Cela veut dire que personne, jamais, ni ce jour-là, ni le jour de l'accident, n'a vu ce camion de 38 tonnes rouler sur ce petit pont. Et il y a mieux encore, puisqu'on peut lire sur le compte-rendu donc de cette reconstitution, je cite, « Le petit pont à l'entrée du terrain n'en est pas un. C'est une simple buse qui permet de traverser le fossé. Une simple buse avec, de chaque côté, un début d'empierrement. Une buse qui ne peut pas supporter plus de 5 tonnes. » Ah, le camion faisait donc 7 fois le poids de ce que ce pont pouvait supporter.
Cherchait-il vraiment à accéder au terrain adjacent situé après le pont, alors ? Eh ben, t'en poses des questions aujourd'hui, hein. Ah ouais, c'est un peu mon boulot aussi. Alors passons maintenant au procès en lui-même. Eh bien, celui-ci s'ouvre le 3 décembre 1987. Ça fait donc 18 mois que Coluche est mort. Et la salle d'audience, première surprise, elle est quasi déserte. Plus surprenant encore, une seule personne est présente sur le banc des prévenus. C'est le chauffeur du camion. Bien sûr, celui-ci avait à répondre personnellement de sa manœuvre et de son degré de responsabilité dans la collision. Mais où est son patron ? N'était-ce pas lui qui avait envoyé son employé manœuvrer, seul, un 38 tonnes, au milieu d'une route qui débouchait sur un virage ? De même, où était le représentant de la direction départementale de l'équipement, voire le maire de la commune d'Opio? Ceux-ci n'avaient-ils aucun compte à rendre concernant l'absence de signalisation sur cette portion de route? Ah oui, si elle est si dangereuse. Et puis, au cours du procès, on apprend quelque chose d'hallucinant. Écoutez bien, le camion venait en fait tout droit de la gendarmerie. Il transportait des gravats, récupérés donc là-bas, pour aller les déposer dans ce pré, qui faisait donc office de décharge sauvage. Mais selon plusieurs témoignages, ce pré n'avait auparavant jamais servi de décharge sauvage. Une vraie bizarrerie, d'autant plus qu'il existe à 10 km de là une décharge départementale officielle spécialement ouverte aux entreprises du bâtiment pour y décharger leurs gravats. Alors, cher auditeur attentif, tu te demandes pourquoi le chauffeur avait-il donc l'intention de décharger des gravats dans ce pré ? Bonne question. Eh bien, si le procès n'apporte aucune réponse, une fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement, qui a préféré garder l'anonymat, a une bien curieuse théorie sur le sujet, et elle s'en est ouverte à notre enquêteur Jean Depucé. Voici donc cette théorie. Le pré en question appartenait aux moines de l'île de Lérins. C'était un terrain très convoité car il était situé dans la baie face à Cannes, mais celui-ci était inconstructible car il était inondable en hiver. Et il se trouve que le club Méditerranée, qui était en train d'installer un de ses clubs tout près de là, cherchait désespérément un lieu pour construire des bâtiments pour loger le personnel. Mais pour que le Club Med achète ce terrain, il fallait donc le faire passer en zone constructible. Eh bien, comment faire ? Le maire d'Opio avait une idée. Il suffisait d'empierrer un peu ce terrain en y déversant des caillasses. D'après Depucé, la fonctionnaire a interrogé le maire à ce sujet pour en avoir le cœur net. Et voici ce que l'élu lui aurait raconté. Le chauffeur ce jour-là ne travaillait pas pour le compte de son patron. Cet homme modeste, père de 4 enfants, voulait sans doute arrondir ses fins de mois. Ce qu'on peut comprendre entre les lignes, c'est que le maire aurait donc pu monter une combine avec le chauffeur. Ce dernier lui aurait revendu une benne de gravats pour la décharger dans ce pré tant convoité, et non à la décharge départementale, celle qui est située à 10 km de là. Donc le chauffeur est un peu en zone inconnue, il connaît pas ce pré, et donc il aurait braqué soudainement son camion en apercevant le petit pont qui était un repère, au dernier moment. Une théorie séduisante, mais qui n'explique quand même pas tout, loin s'en faut. Il semble évident que du haut de sa cabine, le chauffeur avait une visibilité parfaite et qu'il a eu plusieurs secondes pour visualiser les 3 motards roulant sur la voie opposée. Alors pourquoi ne pas avoir attendu qu'il passe avant de tourner ? C'est la logique. De plus, il n'était pas ivre, pas sous l'emprise de drogue, et puis on est en plein après-midi, ni très tôt le matin, ni très tard le soir, donc son état de fatigue ne peut a priori pas expliquer une aussi grossière erreur. Et puis un autre élément aussi, il avait le soleil dans son dos, donc il n'a pas pu être ébloui. Et pour ces raisons, Jean Depucé n'est pas totalement convaincu par cette théorie. Il va donc continuer à chercher de nouveaux éléments pour prouver toujours la thèse de l'assassinat. Et malgré son obstination, il va piétiner pendant un long moment, jusqu'à ce qu'un officier de police parisien lui raconte une toute autre histoire. L'été parano. Tous parano. Il faut pas être parano comme ça. Au cours de son enquête, Depucé croise donc la route d'un inspecteur de police. On va l'appeler Gérard. Et celui-ci lui dit, écoutez bien, qu'il existe un dossier sur la mort de Coluche. Il lui raconte qu'une nuit, peu après l'accident, un de ses indiques lui a téléphoné, complètement paniqué, en lui disant qu'il était en possession de ce dossier qui prouvait que la mort de Coluche était en fait un attentat planifié en haut lieu. Gérard essaie alors de raisonner son indique, mais celui-ci explique avoir reçu des menaces et craindre pour sa vie. L'inspecteur de police lui propose de le rencontrer au plus vite, mais l'indique raccroche. Et après ce coup de fil, plus aucune nouvelle.
Abasourdi par cette histoire, Jean Depucé demande alors à l'inspecteur de retrouver ce mystérieux informateur. Plusieurs semaines passent, et finalement, en mars 2003, Gérard appelle Depucé pour lui dire qu'il a enfin remis la main sur son indique, un certain Sébastien, un ancien flic. La semaine suivante, les 3 hommes se rencontrent. Depucé demande à enregistrer le témoignage de ce Sébastien. Celui-ci accepte au bout du second rendez-vous. 2 autres rencontres suivront donc et tout sera consigné sur bande magnétique et puis plus tard retranscrit sur papier. Et voici résumé l'histoire incroyable, aussi énorme qu'effrayante, que ce Sébastien raconte. 15 jours avant la mort de Coluche, donc au début du mois de juin 86, à l'heure du déjeuner, une jeune femme affolée se présente au commissariat dans lequel il assure la permanence. Sébastien est seul, ses collègues sont partis déjeuner. Cette jeune femme serre un gros dossier contre elle, et elle veut rencontrer le commissaire, sur le champ. Sébastien lui explique qu'il faut alors attendre leur retour, à 15h. Ah, les pauses déjeuner à la française, ça se perd, hein, avec les sandwichs à Valère en 15 minutes devant son écran. Là, c'était le bon vieux temps du bœuf bourguignon, des œufs mayonnaise et puis du quart de rouge, quoi. En tout cas, la jeune femme ne semble pas prête à patienter, elle, hein, et Sébastien la décrit. Et elle est, dit-il, fort belle, mais elle a aussi un accent très prononcé qui attise sa curiosité. « Oui, d'où venez-vous » lui demande-t-il. « De Roumanie » répond-elle. Moi, je sais pas. Pourquoi pas? La conversation s'engage et la jeune femme fait vite comprendre aux policiers qu'il faut que le dossier change très vite de main. Sébastien commence donc à feuilleter ce dossier. Sur la première page, le nom de code de l'opération, Opération Montorgueil. Il découvre vite qu'il s'agit du plan d'un attentat avec le nom de Coluche à chaque page, toujours écrit avec un K. Il comprend très vite que l'idée, écoutez bien, c'est de simuler un accident, une collision avec un camion. Ouais, on se croirait dans un film, un vrai scénario, c'est incroyable. Tout y est dans ce dossier. Le point d'impact, les 5 copains de Coluche figurent sous le nom de comparses. Il y a aussi les endroits où ils se rendent régulièrement, notamment le restaurant à Cannes dont on parlait. Un endroit est aussi désigné comme le QG. Ah ce qui nous renvoie à l'histoire de Serge l'Arménien, ça. C'est ça, avec sa piscine pleine de mégots. Le dossier fait une centaine de pages. La jeune femme explique pourquoi elle s'est rendue au commissariat. Elle vient en fait de se sauver de chez l'homme avec qui elle vit. Elle lui a piqué ce dossier pour se protéger de lui. Elle est en France depuis peu et sans papier. Membre de l'équipe roumaine de gymnastique, elle est venue à Paris pour une compétition, mais au moment de retourner dans son pays, elle s'est décidée à rester. À présent, cet homme là-bas et menace de la dénoncer. En échange du dossier et de son témoignage, elle espère obtenir le droit d'asile. Sébastien, en tout cas, tombe sous son charme et il lui promet de l'aider, de s'occuper d'elle, de tout en fait. Et la jeune femme se retrouve chez lui. Lui, il conserve le dossier et il se garde bien de le transmettre à ses supérieurs. C'est là que j'ai fait une connerie, explique-t-il à Jean Depucé. La plus grosse de ma vie. J'étais simple gardien de la paix, j'avais piqué un dossier. C'est une faute professionnelle qui pouvait me faire révoquer. J'aurais dû le transmettre aux autorités compétentes. Mais je l'ai gardé. Peut-être aussi qu'à ce moment-là, Sébastien ne prend pas tout ça très au sérieux. C'est trop gros, quoi. Trop rocambolesque. Oui, il ne croit sans doute pas à l'authenticité de ce dossier, d'autant plus que Coluche est encore bien vivant, et qu'il apparaît en plus comme quelqu'un d'intouchable. Et quelques jours passent, Sébastien prend le temps d'examiner de plus près le contenu donc de ce fameux dossier. Voici ce qu'il dit donc à Jean Depucé, je le cite. « Il y avait tout, les noms des routes, la départementale, le point d'impact, qui était désigné sous le terme de point 0. Ça partait de là en fait. Et puis il y avait d'autres points. Le point 5, c'était un véhicule à la sortie de Valbonne qui devait signaler le passage de Coluche et de sa bande. Quand les motards passeraient devant ce point 5, le camion qui était planqué non loin du point d'impact devait démarrer. Et puis il y avait quelqu'un dans un arbre qui dominait le point 0 et qui devait signaler l'échec ou la réussite de l'opération. » Incroyable. Mais le truc, c'est que Coluche meurt 15 jours après que Sébastien ait mis la main sur le dossier. En entendant ces infos, il est saisi d'effroi. Et puis, c'est bientôt la peur de subir le même sort qui l'assaille. Quelques semaines passent, et d'ailleurs, 3 hommes le coincent dans le parking en bas de chez lui. Il se fait tabasser, c'est hyper violent. « Tu vas la fermer ta gueule !» le préviennent les 3 hommes.
Bon message bien reçu pour Sébastien. Oui, car retrouvé en sang, à demi inconscient et emmené au commissariat de Maison-Alfort, et après avoir tout déballé, Sébastien se rétracte et se réfugie dans le silence. Il reste en garde à vue pendant 8 heures et il raconte toujours ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. J'ai fermé ma bouche, dit-il, tout simplement parce que je me rendais compte qu'en ayant piqué ce dossier, j'avais fait une faute professionnelle et que j'allais me faire virer. Si je leur dis « je suis révoqué », si je leur dis pas « je suis révoqué », mais si je leur dis en plus « je risque d'aller en tôle », et peut-être pire. C'est pour ça que j'ai rien dit. Et finalement, comme prévu, Sébastien se fait virer. Et le dossier alors ? Il est où ? Lui demande Jean Depucé. Sébastien répond « Quand t'as pris la branlée de ta vie, je t'assure qu'après tu te tiens d'équerre. J'ai détruit le dossier. » Ah bah merde alors. Ouais, je le fais pas dire. Jean Depucé devait être bien dégoûté, en tout cas. Si loin et en même temps si proche, c'est évidemment dur à avaler pour notre enquêteur. Mais il y a pire. Celui-ci découvre qu'il est atteint d'une tumeur cancéreuse et que son état de santé se dégrade rapidement. Sentant qu'il ne va pas parvenir à boucler son enquête, Jean Depucé fait appel à une de ses connaissances, un autre journaliste qui travaille au Monde ou à Envoyé spécial. C'est un nommé Antoine Casubolo. Et il va l'aider à terminer le travail. Alors les deux hommes se connaissent, petite précision, car Casubolo a écrit un livre sur l'affaire Pierre Goldman. Vous savez, c'est le frère de Jean-Jacques, militant radical d'extrême gauche, tombé dans le banditisme et condamné pour avoir assassiné 2 pharmaciennes dans le cadre d'un braquage. Oui, amitié de révolutionnaire, quoi. Pierre Goldman était un pote de Jean Depucé. Après avoir lu le livre d'Antoine Casubolo, celui-ci l'avait contacté pour en discuter, et puis les deux hommes avaient gardé contact. Et donc, quelque temps après, Casubolo accepte de seconder Jean Depucé. Il faut dire que cette histoire, telle que lui raconte Depucé, le fascine. Et Casubolo va tout recouper, mais aussi obtenir un contrat avec un éditeur. Mais quelques jours après avoir signé ce contrat, Jean Depucé meurt de son cancer. Nous sommes le 12 mars 2006. Casubolo accuse le coup, mais pour honorer la mémoire de Jean, il va trouver la force de rédiger le livre consacré à cette affaire qu'il intitule finalement Coluche, l'accident. Un livre sorti en 2006 et qui a d'ailleurs été réédité très récemment, en juin 2024, avec pas mal d'ajouts, notamment des retranscriptions intégrales d'interviews réalisées par Jean Depucé. Un super bouquin que nous avons lu attentivement en préparant cet épisode et que bien sûr, on vous conseille. L'été parano. Tous parano. Quelle histoire quand même! Mais il y a encore quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. C'est le mobile. C'est bien beau d'avoir des théories. Reste le pourquoi, le qui. Pour qu'il y ait un attentat, encore faut-il qu'il y ait une raison à cela. Alors qu'est-ce qu'on peut avancer là-dessus, mon cher ? Eh bien, un peu de contexte tout d'abord. Pour comprendre comment aider l'idée même qu'on puisse assassiner Coluche, il faut revenir déjà à ce que celui-ci symbolisait à cette époque. Au milieu des années 80, Coluche est très admiré, en particulier pour son engagement politique. Coluche, c'est un peu le Zorro au service des prolos, quoi. Saint-Coluche même, et il représente la revanche du peuple face aux puissants de la planète, et il va loin, très loin. Il est devenu une sorte de défouloir, le grand dégueuloir de la colère universelle, pour reprendre les mots d'Antoine Casubolo. Ouais, c'est bien écrit. Et tout le monde en prend pour son grade avec Coluche, confrère du monde du spectacle comme ancien combattant. Il n'a aucune limite, surtout quand il s'agit de s'attaquer aux hommes politiques de tous bords. Et contrairement à ce que son souvenir a laissé dans les mémoires, Coluche est clivant. Beaucoup ne l'aiment pas et ne le cachent pas, notamment sur la droite du spectre politique. Ouais, on a retrouvé un portrait que lui a consacré Le Figaro en 1980 lorsqu'il vient de terminer sa résidence au théâtre du Gymnase. Un succès, 600 000 spectateurs, c'est même un record d'ailleurs. Et je vous lis un extrait de cet article qui est assez violent et ça illustre parfaitement ce que tu viens de dire, Geoffroy. Écoutez donc. Coluche est le Rimbaud du pipi-caca, bricoleur des toilettes, d'une grossièreté inégalée. C'est un condensé de lit. Une mode le porte, celle de toutes les décadences. Cette mode inverse les valeurs, elle promeut l'inculte, le laid, le bête et le méchant. Un article au vitriol, comme on dit. Mais on peut s'accorder sur une chose, il y a quand même un avant et un après Resto du Cœur. Ah oui, ça c'est sûr. En 1985, suite à une conversation avec un auditeur sur Europe 1 qui lui balance qu'en France aussi, des gens meurent de faim,
Coluche, en quelques semaines, parvient à recueillir plus de 40 millions de dons. Ça fait 10 000 tonnes de marchandises qu'il distribue dans 200 villes de France. Au total, 8,5 millions de repas sont servis. Coluche devient l'homme le plus populaire de France. Avec les Restos du Cœur, oui, il entre dans une autre dimension et les critiques se font de plus en plus rares. Et c'est donc dans ce contexte qu'il prépare en plus un grand spectacle qui doit marquer son retour sur scène après 5 ans d'absence. Un spectacle qui se veut très politique, avec un seul mot d'ordre pour caractériser la classe dirigeante. Vous connaissez ce mot, un pour tous pourris. Coluche ne compte épargner personne, y compris François Mitterrand et les socialistes. Et cela nous amène au mobile. Jean Depucet en était persuadé, c'est parce qu'il allait faire un sketch pour dévoiler le plus gros secret de la République que Coluche a perdu la vie. Un gros secret que lui aurait confié l'écrivain et polémiste Jean Edernalier, qui a, pour l'anecdote, lui aussi perdu la vie quelques années plus tard alors qu'il était sur son vélo, un accident assez mystérieux survenu sans aucun témoin. Histoire de vous rendre un peu plus parano. Alors de quel secret parle-t-on ? Eh bien, c'est le passé trouble de François Mitterrand. Il y a d'abord la Francisque, la plus haute décoration du régime de Vichy, épinglée à sa boutonnière le 16 août 1943 par le maréchal Pétain en personne. Il y a ensuite son amitié avec René Bousquet. On parle là de l'organisateur de la rafle du Veldiv, au cours de laquelle plus de 16 000 juifs parisiens furent arrêtés au petit matin, livrés aux Allemands et déportés vers Auschwitz. Un homme, un Bousquet, avec qui François Mitterrand n'avait jamais rompu, puisqu'il déjeunait toujours avec lui très régulièrement, même après être entré à l'Élysée. Voilà pour ces accointances nauséabondes. Mais il y a aussi l'existence de Mazarine, bien sûr. La fille cachée de François Mitterrand, dont l'existence a été dissimulée au grand public de sa naissance en 1974 jusqu'à la mort de son père en 1994. Oui, Mitterrand avait une seconde famille. Et pour être sûr que rien ne sorte, l'Élysée a mis en œuvre les grands moyens. Entre 1983 et 1986, plus de 150 personnalités de la presse, du barreau, de la politique et du spectacle ont été espionnées pour le compte de François Mitterrand. Plus de 5000 fiches d'écoute, des milliers d'heures de conversations enregistrées et retranscrites sur des centaines de milliers de pages, dans le seul but d'étouffer tous les scandales censés menacer le régime, enfin celui de Mitterrand, et surtout empêcher la révélation du plus précieux de tous ces secrets, Mazarine. Un secret que Coluche avait promis de révéler dans un sketch au cours de son prochain spectacle. Il fallait donc l'éliminer pour protéger la réputation du président et sauvegarder l'intimité de sa fille. Voilà donc pour le mobile. Mais ce n'est pas tout, Il y a une autre théorie, voisine de celle-ci, puisqu'elle accuse encore l'Élysée d'être le commanditaire de l'assassinat, et qui consiste à dire que Coluche a en fait été tué pour éviter qu'il se présente à l'élection présidentielle de 1988, et donc que sa candidature barre la route de François Mitterrand, qui visait lui un second mandat. Oui, c'est des septennats à cette époque, et il ne faut pas oublier que 5 ans plus tôt, Coluche avait déjà été candidat lors de l'élection présidentielle de 1981. Une candidature qui avait généré un véritable affolement dans la classe politique. Oui, Coluche avait fait trembler l'institution et plus encore ridiculiser la fonction, chambouler les cartes et surtout obliger les autres candidats à négocier avec un saltimbanque. Avec un discours pour annoncer sa candidature entrée dans la légende. Je le cite. « J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. » Merci beaucoup. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas il y en a qui ne sauraient pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voici ma devise. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre.
Tout le monde croit alors à la blague, mais à la consternation des élites politiques et médiatiques, un premier sondage crédite Coluche de 16% d'intention de vote. Il est juste derrière François Mitterrand qui démarre à 18%, mais au-dessus de Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, qui plafonne à 15%. Et oui, à l'époque, la France est à gauche. En tout cas, l'issue, on la connaît. Officiellement, Coluche se retire au printemps 81 et finit par soutenir Mitterrand. Officieusement, ce que l'on sait moins, surtout à l'époque, ce sont les pressions et les menaces venues d'en haut que Coluche subit pendant plusieurs mois. Détaillons-les, une équipe DRG est d'abord mise en place par l'Élysée. Il s'agit de 12 agents qui sillonnent tout le pays afin de dissuader les maires susceptibles de parrainer la candidature de Coluche de le faire. Pour rappel, il faut 500 signatures et Coluche n'en obtiendra que 5. Ah, 5, c'est pas beaucoup. On imagine donc que ces agents DRG avaient des arguments de poids. Ce qu'on sait par contre avec certitude, c'est que les RG à ce moment-là épluchent aussi le passé du comique. Tout est passé au crible, de la moindre bêtise de jeunesse à la moindre insolence durant son service militaire. Et puis, surtout, il y a la mort de René Gaudin, l'un de ses meilleurs amis et régisseur de ses spectacles. Le 25 novembre 1980, celui-ci est retrouvé dans un terrain vague de la région parisienne, assassiné de 2 balles dans la nuque. Une mort qui conserve toujours sa part de mystère. Coluche pense immédiatement que cette exécution est liée à sa campagne. Et c'est dans cette ambiance macabre qu'une lettre anonyme est envoyée à son domicile, dans laquelle il est écrit « Coluche, attention à la mort ». C'est la goutte d'eau, surtout que cette lettre a été précédée par de nombreuses menaces de mort par téléphone, dont certaines évoquent même sa passion pour la moto, qui pourrait lui être fatale. Un accident est si vite arrivé, non ? Ouais, on comprend mieux pourquoi, dans ces conditions, Coluche a lâché l'affaire. Mais 5 ans après, l'année de sa mort donc, est-ce que l'artiste se sentait toujours menacé ? Ou au contraire, était-il passé à autre chose ? Eh bien, d'après son pote Ludovic Paris, l'un des 2 amis motards présents sur les lieux de l'accident, rappelez-vous, les menaces faisaient toujours partie de son quotidien. Celui-ci raconte que Coluche recevait régulièrement des balles dans des enveloppes avec des cartes où il était écrit « La prochaine sera pour toi ». Ouais, Coluche parano du coup. Et selon plusieurs autres témoignages, quand Coluche était dans la capitale, il ne sortait plus de chez lui sans son flingue. De quoi lui faire renoncer à devenir candidat à l'élection présidentielle de 88, j'imagine. Ce qu'on peut dire, c'est que là-dessus, il n'y a pas vraiment l'unanimité. Dans son entourage, certains pensent qu'il ne se serait pas lancé dans une course à la présidence. Mais Paul Lederman, son producteur historique, estime que s'il n'était pas mort en 1986, il aurait fait, je cite, de la politique. Alors, quelle aurait été la cote de popularité de Coluche au lendemain d'une 2e campagne des Restos du Cœur ? Quelle aurait été son influence, fort d'un spectacle joué dans toute la France où il n'aurait épargné personne ? Quelle aurait été aussi son audience à Coluche, avec une émission quotidienne à la radio, une autre à la télévision ? Eh bien, probablement énorme. Ouais, c'est vertigineux. Coluche, c'était vraiment le Robin des Bois des temps modernes, et c'est certain que s'il était devenu candidat, toutes les cartes auraient été redistribuées pour la présidentielle de 1988. Je transpire, tu conspires. L'été parano. Tu vois, devant cette campagne provençale, je suis tout à coup pris d'un vertige. Ah, c'est le soleil ou le passé politique de la France qui te met dans cet état ? À part le soleil, je connais, c'est bon, je suis pas breton, moi. Oh. Non, c'est juste que je commençais à me faire dans ma tête un peu de politique fiction, là. Coluche président, j'ai un peu de mal à y croire. Mais s'il avait été candidat, mais c'est clair, Mitterrand, il aurait sans doute pas été réélu. Ouais, entre les secrets dévoilés, la dispersion des voix à gauche, il y avait de quoi le faire perdre. Et donc du coup, peut-être que Chirac, il aurait gagné cette année-là, en 88. Et s'il avait gagné, il n'aurait peut-être pas été réélu en 95, l'année de son premier mandat. Et quand bien même, il n'aurait pas pu faire 3 mandats successifs. Donc, pour sûr, pas de réélection en 2002. Et donc pas de 21 avril 2002... Et donc probablement pas de Sarko aussi, qui se révèle comme ministre de l'Intérieur de Chirac. Et donc pas non plus de Hollande, en mode président normal, en réaction aux années Sarko. Et pas de Hollande, donc pas d'Illuminati national à l'Élysée. Macron qui a été son conseiller, puis ministre de l'économie, avant de se la jouer Brutus. Ah bah tu vois, je n'ose y penser à ça.
Ouais. On ne serait peut-être pas dans la situation merdique dans laquelle on est actuellement, en tout cas. Ouais, en même temps, tu sais, ça, on n'en sait rien. Hein. Si c'est comme dans les films de SF, hein, quand tu modifies un aspect du passé, le plus souvent, tu te retrouves dans une situation encore pire que la situation initiale. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, et sinon, un indice pour notre prochaine destination ? Ah oui, Home Sweet Home. Quoi ? On a fini les vacances. Il va falloir se préparer à la rentrée maintenant. Allez, retour au bercail. Ah oui, septembre arrive. Bon, c'était quand même bien, hein, cette cuvée 2024 de l'été Parano. Ça c'est sûr, on a vu du pays, mais bon, c'est l'heure de plier bagages. Bon, on se retrouve bientôt quand même, dans un petit mois, quoi. Quelque chose comme ça, histoire d'atterrir un peu après ces vacances chargées. Exactement. Bon courage pour la rentrée, merci à tous ceux qui ont suivi nos pérégrinations ces 2 derniers mois. Et à très vite pour un nouvel épisode de Tous Parano. Allez, en route. Enfoiré, on t'aimait bien. Maintenant on est tous orphelins. Putain de camion, putain de destin, tiens. Voyage, destination, complot. L'été Parano.